Hop là. Bonjour à tous, ici Chaos, me voilà de retour après quelques semaines d'absence quand même, il faut bien le dire. Je vous rappelle toujours, hein, on va commencer tout de suite avec les sujets qui fâchent. Comme toujours, 2019 c'est l'année, ça passe ou ça casse, autrement dit, soit vous aimez ce que je fais, vous me soutenez et j'arrive à en vivre et on continue, soit on n'y arrive pas et bah c'est pas grave, je ferai autre chose, mais en tout cas, il faudra que j'arrête le YouTube game, enfin le Twitch game, je sais pas, le vidéo game. Bref, toujours est-il, oh, ça c'était la parenthèse qui fâche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la suite de ce qu'on avait fait. Je regarde à côté parce que c'est mon retour caméra. Je vais me mettre un truc devant les yeux, sinon je m'ennuie des yeux. Voilà, hop, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc aujourd'hui, on va faire la suite de ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire une espèce de tutoriel guide, voilà, apprentissage de tout ce qui est reverse engineering. Pour ça, on a donc un binaire que j'ai récupéré dans un challenge Over the Wire qu'on a fait pendant le Noël dernier. Donc c'est un challenge avec un binaire sur lequel on fait du reverse engineering et qui va assez loin dans ce qu'il faut faire avec. Ce qui vous me permet de vous montrer vraiment tout de A à Z de comment fonctionne le reverse engineering. Donc ce qu'on avait fait la dernière fois, tiens si c'est ça que je vais m'afficher en fait, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, on a donc lu ce binaire. Hop là, bonjour Chris, salut, comment vas-tu? Hop là, voilà. La dernière fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décortiqué un petit peu le binaire et on l'a lu. On a donc fait du désassemblage, du décompilage, pour comprendre comment passer d'un binaire au code qu'il y a dedans et arriver à l'interpréter et arriver à pas le manipuler, mais au moins à le comprendre. Ce qui nous a permis de voir notamment que le binaire là qu'on a exécuté, il y avait un menu caché qui s'obtenait quand on tapait 666 et qui nous permettait derrière de rentrer des codes. Les codes on les a trouvés dans le code aussi, dans le décompileur aussi. Et donc on a permis comme ça, on a réussi à aller jusqu'à une étape plus loin dans le binaire. Et jusqu'ici, tout ce qu'on a fait, c'est vraiment lire le code, de le décompiler le code, et de lire le code comme ça à froid, et comprendre comment il fonctionnait. Donc ça, c'était la première étape. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la partie suivante, à savoir, cette fois, on va pas étudier le code à froid, c'est-à-dire à plat, non en train d'être exécuté. On va regarder le code en train d'être exécuté. Donc c'est pas vraiment du décompileur, du désassembleur qu'on va faire, c'est du debugger. En fait, on va s'accrocher au process et on va essayer de le comprendre. Pour ce faire, on va utiliser un outil différent. Potentiellement, je crois qu'IDA fait debugger, mais je manipule pas. Et puis de toute façon, là, c'est sous Windows, alors que mon binaire est un exécutable Linux. Donc, on va pas le faire avec ça. On va le faire avec ma bonne vieille VM Kali. Et alors, si je mets une fenêtre devant le chat, je vois pas ce qui se dit dans le chat, forcément. Oui, je vais bien, Chris, je vais très bien. Hop là, tac tac, et on va se ramener une petite VM Kali que voici, que voilà, si elle veut bien s'afficher, voilà. Et donc aujourd'hui, on va travailler sur toujours le même binaire que la dernière fois, hein, si vous vous rappelez du code qu'on a vu, c'est toujours le même, sauf que cette fois, on va le travailler à chaud, c'est-à-dire en train d'être exécuté. Donc ce qu'on va utiliser comme outil, ça s'appelle GDB, si je me... oui c'est ça, GDB, je me rappelle jamais GBD, GDB, non mais c'est GNU Debugger je crois, donc c'est GDB. En fait, naturellement j'ai tendance à dire DBG parce que Debugger, mais non, c'est GDB. GNU Debugger, si je... Il me semble que c'est le nom officiel. Ah, si je commence à faire n'importe quoi, hop, voilà, GDB. Ça, hein, c'est GNU... Non, c'est pas GNU Debug? Ouais, ça doit être un truc comme ça. Peu importe, on s'en fout de son nom. Bref, on va utiliser GDB. GDB c'est quoi? En fait, il a les mêmes fonctions que IDA, hein, qu'on a vu sous Windows, à savoir la partie désassembleur, hein, il prend un binaire et vous affiche le code assembleur qui va en face. Sauf que il sait aussi, alors peut-être que IDA le fait aussi, hein, mais il sait aussi faire debugger, c'est-à-dire qu'il est capable d'interpréter du code, enfin de lire en fait ce qu'il y a en mémoire vive, et donc de vous donner l'assembleur qu'il y a en mémoire en fait, qu'il n'y a pas juste à froid sur un fichier, mais qu'il y a en mémoire en train d'être exécuté. Donc, comment on va faire un peu notre setup? Parce que là, il faut que je prépare un peu les choses.
Parce qu'en fait, on va se remettre dans les mêmes conditions, si vous voulez, que le challenge que j'ai fait, à savoir le challenge que j'ai fait à Noël, là, sur lequel on travaille. En fait, l'exécutable était lancé sur une machine distante, auquel j'avais pas accès, et nous, on venait en telnet dessus pour interagir avec. Donc là, on va faire à peu près le même genre de setup, à savoir, je vais avoir sur ma VM Linux mon binaire qui tourne en mode, enfin avec un port pour qu'on puisse taper dedans, et donc côté Windows, hein, côté ma machine pas virtuelle, ma machine physique, je vais avoir un telnet qui va aller taper sur le binaire. On va pas rester en mode boîte fermée, on va quand même regarder dans la VM comment ça se passe exactement pour arriver à décortiquer les choses, sachant que en conditions réelles, bah, on peut pas trop faire ça, évidemment. Mais là, en l'occurrence, on va le faire pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, hop là, que je me mélange pas, j'ai trop de fenêtres ouvertes en fait. Donc ça, je vais fermer, voilà. Ça c'est bon. Pouf pouf, donc je disais mon setup. Alors, on va prendre notre petite VM Kali. Voilà, elle est là. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire un NC. Hop là, il est là. Je vais lancer plein de fois. Voilà, celui-là. Donc NC, bon, VVV, ça on s'en fout, c'est pour que ce soit verbeux. Donc moins L, alors moins L, c'est parce qu'on va mettre en écoute. On va ouvrir un port en fait d'écoute sur ma VM Kali. En l'occurrence, le port c'est le 12.05 là hein, que j'ai mis. Je vais le mettre un peu plus haut, je vois qu'il y a le chat par-dessus. Voilà. Donc, tac. Donc NC c'est Netcat, hein, c'est pour ouvrir des ports. Donc on va ouvrir un port, on va ouvrir en l'occurrence le 12.05, et qu'est-ce qu'il y a derrière ce port? En fait, quand quelqu'un se connecte dessus, ça lance le binaire, là en l'occurrence ça s'appelle truc 2, c'est le même qu'on a fait la dernière fois, hein, ça s'appelait déjà truc 2 d'ailleurs je crois, oui c'est ça, truc 2. Donc c'est exactement le même, sauf qu'il est sur ma VM Kali là en l'occurrence. Donc je fais entrer, donc là qu'est-ce qui se passe? En fait j'ai un port en écoute, donc toute IP qui va venir taper ma VM Kali sur le port 12.05 va déclencher l'exécution de truc 2. Donc là, on va être dans le même genre de setup que j'avais moi pendant le challenge. Donc je vais vous montrer, hop là. Donc, je vais me mettre avec un petit pouty, hop que voici que voilà, petit pouty. Donc qui va taper l'IP de ma Kali sur le port 12.05, c'est du telnet. Hop, je fais open, et là, évidemment c'était la fenêtre d'à côté. Qu'est-ce que ça fait? Ça va donc contacter ma VM Kali en telnet, et donc on voit d'ailleurs du côté de la VM Kali que ça, il a pris une connexion, quoi. Et donc, j'ai perdu mon telnet, voilà il est là, mon telnet. Dans ma session telnet, j'ai accès à l'exécutable truc 2, donc c'est le fameux avec le Père Noël qui dab, là c'est le même que la dernière fois. Donc rappelez-vous, hein, on avait déjà détecté qu'il y avait un menu caché qui était 666. Il est toujours là, et il nous demande d'entrer des codes. Ça n'a pas changé, c'est vraiment le même binaire qu'avant. Par contre là du coup, j'ai quitté, donc il faut que je le relance. J'ai pas, il faudrait que je mette une boucle, mais j'ai pas eu le temps de préparer ça. En fait, il faudrait que truc, quand il s'éteint, il se relance. Mais bon, ça va être chiant après pour d'autres trucs, donc autant le laisser... à chaque fois qu'on quitte le binaire, on faudra qu'on le relance à la main, c'est pas très grave. Hop. Bref. Donc, en tout cas, on a fait notre setup. Que voici, que voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a donc notre code qui est en train d'être exécuté côté Kali. Je vous ai dit, on va regarder un peu l'envers du décor et on va débugger le code. Donc on va se mettre sur Kali et on va lire le code en train d'être exécuté côté machine, côté serveur, quoi. Donc ça, on peut pas le faire dans le challenge, on peut pas le faire dans la vraie vie, on peut le faire là parce que je suis en train de vous expliquer comment on fait. Alors en l'occurrence, si, dans le challenge on pouvait parce qu'il vous filait le binaire pour que vous puissiez jouer avec, donc ça faisait partie des choses qu'on pouvait faire. Mais on n'a pas accès au serveur lui-même qui exécute le programme, on avait juste une copie pour pouvoir jouer en local. Bref, tout ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est maintenant de comprendre comment fonctionne. Hop là, je vais mettre ici, on va essayer d'agencer ça pour que ce soit... Ah oui, mais du coup ça cache. Hop, si je fais comme ça peut-être. J'essaie de mettre les fenêtres pas trop mal pour que ça puisse être pertinent. Comme ça. Et le Père Noël en dessous. Là, ça fera un truc comme ça. Ouais,
Oh, c'est pas super fun. Non, on va la remettre en plein écran. Allez, c'est pas grave. Et j'ai perdu mon Kali. Non, alors voilà. Bon, c'est pas grave. On voit pas le Père Noël, mais en tout cas, tout ce qui est important à savoir, c'est que notre session Telnet est ouverte, est en cours. Et elle va pas expirer. Hein. C'est une session Telnet qui reste ouverte tant que je la ferme pas. Donc, côté serveur, qu'est-ce qui se passe? Logiquement, si je regarde les process en cours, on va voir le process. Non, je vois pas le process netcat. Ça doit être celui-là. Ça, c'est le netcat. Et en dessous, donc on a l'exécutable, notre binaire, hein, qui est en train d'être exécuté, donc celui-là, le truc 2. Donc on a son numéro de process, et c'est avec ça qu'on va pouvoir travailler ensuite avec GDB. Donc comment ça marche GDB? C'est très simple. GDB, suivi de le numéro du process sur lequel vous voulez rattacher GDB. Donc là, on veut lire, on veut se rattacher au process donc 1887. C'est celui-là qu'on va analyser. Et le cas échéant, quand on l'a, là en l'occurrence on l'a, le code source. Parce que je vous ai dit, GDB fait aussi des assembleurs. Donc autant, puisqu'on a accès aux deux trucs, on a le process qui tourne en mémoire vive et on a le code source, autant tout mettre, GDB il va tout regarder et ça va lui permettre de faire des rattachements. Si vous mettez pas truc 2 là, si vous mettez pas le code source, il va juste regarder le process, il va pas forcément comprendre tout ce qui se passe. Là au moins on a accès à tout, autant y aller, franchement. Je me suis gouré. Qu'est-ce que je me suis gouré? C'est pas la bonne syntaxe. Si? Non, il m'a dit une erreur. Ça se trouve, j'ai loupé ma syntaxe. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je me suis pas assez entraîné. J'espère pas vous dire de conneries. Oui, c'est le contraire. Ouais, c'est aussi con que ça. C'est dans l'autre sens. Le binaire d'abord. Le process ensuite. Voilà, c'est mieux comme ça. Oui, j'espère que je vais pas vous dire trop de conneries parce que, comme je vous l'avais déjà dit, je crois, dans la première vidéo, ou peut-être avant sur les réseaux sociaux, tout ce que je vous apprends, là, le reverse engineering, c'est un truc que moi-même, je maîtrisais assez peu, il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est ce fameux challenge de Noël qui m'a fait revoir les bases, enfin pas les bases, mais en tout cas les techniques avancées, et donc là, plus on avance vers les techniques avancées, plus je pourrais faire des conneries, donc n'hésitez pas à me faire remarquer si je dis une connerie. On va normalement limiter les conneries, vous inquiétez pas. Si vous êtes novice, je devrais globalement vous dire que des choses intéressantes, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a d'important à noter? Ah oui, je vous avais dit ça la dernière fois aussi. J'utilise un module dans GDB, là j'ai installé un module supplémentaire qui s'appelle PEDA, qui donne en fait tout un affichage, là, en fait tout ce que vous voyez en couleur, ça c'est PEDA qui le rajoute. Ça va nous donner plein d'infos qui sont intéressantes pour décrypter, pour comprendre ce qui se passe. Donc PEDA, c'est un module intéressant à prendre. C'est pas le seul, hein. Il y en a plein d'autres qui font ça. Moi il se trouve que j'ai vu un tuto qui m'a dit, enfin ça marquait que PEDA était bien parmi tous les plugins qu'il y a. Bon, je l'ai essayé, effectivement il est bien, je le garde. Après, il y en a sûrement des tas d'autres. C'est pas le seul, et il y en a plein qui font des choses assez similaires dans l'action. Toujours est-il que là, ce que je vais vous montrer, c'est pour GDB PEDA. Donc, qu'est-ce qu'il nous montre? Vous avez tout un tas de trucs ésotériques. Alors, je vais pas vous expliquer tout l'assembleur, mais on va essayer de comprendre un peu ce que ça raconte. Dans un premier... Donc là, je me suis rattaché au process. Donc, il a lu le code source, il a rattaché il s'est accroché au process, et donc il a chargé tout ce qu'il pouvait charger comme librairie. Là, on a les registres. Donc là, on a l'état de la mémoire actuelle, en cours. On n'est pas sur un code à plat, comme je vous montrais avec IDA l'autre fois. Là, on est vraiment sur ce qu'il y a en ce moment dans la RAM, dans la mémoire. Donc, il y a tout un tas de registres. Ils sont ici, là, les EAX, EBX, ECX, etc., qui contiennent un certain nombre d'informations. On a ensuite, alors là, parce que je lui ai donné le code source, vous voyez, il y a une section code qui nous dit, bah, physiquement, on a l'air de se situer à cet endroit-là dans le code. Voilà, on est sur un pop EBP, pardon, au niveau du code source. Alors soit c'est une ligne au niveau de truc 2, soit c'est une ligne au niveau des librairies glibc. Hein. Là je crois que c'est plutôt du glibc, parce que je vois que c'est marqué kernel devant. Donc ça doit être en fait on doit être en ce moment dans un appel à la librairie glibc. Peu importe. Toujours est-il que là donc on voit le code source entre guillemets. Et en dessous on voit la stack. La stack c'est quoi en assembleur? C'est l'empilement des instructions qu'on doit faire. Donc vous avez le registre, c'est plus les variables, on va dire, voilà, c'est l'ensemble des variables.
La stack, c'est vraiment le code dans l'ordre que je dois exécuter. Donc, actuellement, on est en train de voir, on est sur un pop EPB. Et je sais que la prochaine instruction, donc là, bon, là, il n'y a pas d'instruction particulière. La prochaine instruction, elle est là. Ce sera un compare EAX avec telle valeur. Bon, peu importe. C'est la prochaine instruction qui nous attend dans la stack. Avant, il fait des... Là, il se balade au niveau des index. Là, il y a une variable. Là, c'est une variable aussi. Bon, voilà. Il fait un certain nombre de trucs qui est prévu dans la stack. En tout cas, la prochaine instruction, elle est là. Voilà, déjà. Voilà, on va aller doucement parce que ça reste très ésotérique, donc j'espère. On va aller doucement. Est-ce que déjà vous avez tout compris ce que je viens de vous raconter? Les variables, le code source physique, et la stack c'est le code en mémoire. C'est les instructions en cours en mémoire en ce moment. Jusqu'ici tout va bien. Donc je me suis rattaché au process, c'est-à-dire qu'en fait, si je veux reprendre mon telnet, il est là. Là en fait, si je veux essayer d'avancer dans mon telnet, il va rien se passer. Vous voyez, il bloque. Pourquoi? Parce que en fait le debugger, oui c'est un debugger, est en mode pause là pour l'instant. Comme je viens juste de le lancer, je viens juste de le rattacher au process. En fait il a mis un point de coupure. Et vous voyez en fait là du coup quand j'ai fait entrer, bah, il se passe rien parce que mon programme est bloqué par le debugger. Pour l'instant le debugger a dit on s'arrête là, on bouge pas. Si je veux qu'il reparte, je tape sur C dans le GDB, hop, ça dit continuing, et là, si vous regardez à nouveau le telnet, ça y est, cette fois, le debugger, en fait, ne me bloque plus, il me laisse travailler. Ok? Bon, on va recommencer. Du coup, on veut que ça interrompe. Donc, on va se rattacher, on va se remettre en mode interruption, et je vais vous montrer d'autres choses. Donc, là, on a relancé le process, on relance le telnet. Alors ça va être un peu casse-couille, parce qu'à chaque fois, comme je le fais pas boucler, il va falloir tout relancer à chaque fois. Bon, et on va essayer de pas trop le faire trop souvent. J'essaie d'être rationnel dans la façon dont je vous présente les choses, comme ça évite de relancer sans arrêt le process. Alors évidemment, le process a changé de numéro, hein, maintenant c'est le 1982. Ok, nous y revoilà. Donc là, on est à nouveau en mode blocage du programme. Qu'est-ce qu'on peut faire avec GDB? Donc, on voit là, vite fait, la stack. Mais, comme on a le code source, on peut en fait se balader dans tout le code source. Vous avez par exemple une fonction qui s'appelle disas, ou disasm, non, disas. Et par exemple, si je fais disasmen, il va m'afficher le code source de la fonction main de donc mon binaire qui s'appelle truc2. En fait, ce qu'on voit là, ce que ça vient de m'afficher, c'est la même chose que ce qu'on avait dans l'interface graphique. Bah ici d'ailleurs, c'est ce que je viens en train de vous montrer. Ça et hop là, jongler avec les fenêtres. Et ça, c'est la même chose. C'est les mêmes instructions, c'est la même liste de calls, etc. Donc GDB peut faire des assembleurs aussi pour si on a envie. Bon, maintenant, moi, vous comprenez pourquoi je me suis mis. Je vous l'ai fait sous Windows. C'est un peu plus sympa à streamer et puis c'est un peu plus lisible. Je crois qu'il y a un mode graphique, mais bon, GDB, je le maîtrise pas à fond. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc on va éviter de trop jouer avec. On va rester sur les choses importantes. Donc on peut comme ça, voilà, voir tout le code source. On sait où on est, on peut voir les choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va utiliser les fonctions de débugage. Les fonctions de débugage, concrètement, c'est quoi? Ça permet de mettre des points d'arrêt. Et au moment où il y a les points d'arrêt, de voir l'état de la mémoire. Donc, il en a mis un par défaut quand on a attaché le process. Donc là, on a un point d'arrêt. Mais à partir de maintenant, si je vous ai montré, hein, si je fais continue, il n'y a plus de point d'arrêt, donc il ne montre jamais rien en fait, le débugger. Le débugger n'affiche l'état de la mémoire que quand il est sur un point d'arrêt. Donc pour ça, on va placer des points d'arrêt. On va nous dire, bah à tel endroit, tel endroit, tel endroit, je veux que tu t'arrêtes. On va s'arrêter où? Voyons voir, je sais pas où c'est qu'on pourrait mettre un point d'arrêt. Par exemple dans le menu. On va mettre un point d'arrêt au début de la fonction menu, comme ça à chaque fois qu'on rappelle le menu, on affiche la mémoire. Voilà. Donc je me remets, hop là, hop là. Donc pour ça, on va montrer la fonction menu. Hop là, disas menu.
Donc je vous renvoie aux épisodes précédents, hein, c'est le même binaire, donc il y a les mêmes fonctions au même endroit. Hein. Donc, hop, on va faire une fenêtre un peu plus grande, voilà. Donc ce qu'on va dire, c'est que le début de la fonction menu, il est là, ça c'est l'adresse mémoire, et on va mettre un point d'arrêt là. Donc c'est B étoile, c'est ça, B étoile, l'adresse. Donc B étoile, l'adresse, voilà. Là, on a mis un breakpoint, un point d'arrêt, à cet endroit-là, dans le code, pas dans la mémoire, dans le code. Et en fait, à chaque fois qu'il va arriver à cette instruction-là, qui va la charger en mémoire, il va s'interrompre et il va nous montrer l'état de la mémoire. Voyons voir ça tout de suite. Donc là, on se remet en mode, c'est parti, on a notre point d'arrêt, donc on y va. On retourne sur notre telnet. Donc normalement, à chaque fois que ça va réafficher le menu, enfin juste avant que ça affiche le menu, le débugger va interrompre le truc. Non. J'aurais peut-être pas dû faire continue du coup. C'est ma faute. Ah, je sais plus faire. Je sais pas, je suis pas très doué. J'aurais pas dû faire continue en fait. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ou alors j'arrive jamais. J'ai peut-être pas mis au bon endroit mon point de break en fait. J'ai mis où? J'ai mis ici. On va le mettre plus loin. On va le mettre. Non, l'appel de menu. Ben non. Mais oui, je suis con. On n'y arrive jamais. C'est normal. C'est moi. C'est moi qui est bête. Puisque là, on est déjà dans la fonction menu. On n'appelle jamais la fonction menu. Donc du coup, ça marche pas. Erreur. On va plutôt la mettre à un moment d'une saisie. Qu'est-ce qu'on a? On a le print menu, get int, par exemple, on pourrait le mettre là. Ou là, juste après avoir pris le int. Donc, en fait, là, il y a l'affichage du menu. Là, il y a. En fait, je croyais que c'était à l'affichage du menu que j'avais mis mon point d'arrêt, mais non. Il est avant, il est à l'appel de la fonction. En fait, là, la fonction est boucle et elle n'appelle jamais. Donc on va le faire ici. Vous voyez, il y a un call. Ça, c'est au moment où on saisit notre chiffre. Là, il récupère le chiffre. Et après, il en fait des choses. Donc si on met un point d'arrêt ici ou là, peu importe, ça va s'arrêter au moment où on saisit un chiffre. Donc il faut que je recommence. Là où c'est un petit peu chiant, c'est qu'à chaque fois, il faut tout recommencer. Mais c'est de ma faute. Alors là, on est en plein dans le désassembleur, le débugage, etc. C'est quand même pas un truc où faut y aller en étant distrait. Faut être très concentré dans ce qu'on fait. Donc restons concentrés. Donc process. On chope le numéro du process. Donc maintenant c'est 97. Comme New York. New York 97. Très bon film pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc on a dit on mettait un point d'arrêt cette fois à un endroit qui est beaucoup plus intelligent, à savoir le moment où on saisit. Le moment où on saisit un chiffre, je ne le retrouve plus, voilà, c'est là. On va mettre le point d'arrêt ici plutôt. Hop là. Ah, au moins on va boucler dessus, parce que en fait là on avait mis notre point d'arrêt. Si vous voulez, en fait, là on voit mieux, là, sur la fonction menu. Elle est où? C'est la fonction menu ça? Non, celle-là. En fait, moi j'avais mis mon point d'arrêt ici, là, sur le push. Sauf que bah, la fonction elle boucle là. Donc en fait, elle revenait jamais au push, vous voyez. Elle revenait au print. Et du coup, bah, raté quoi. Donc là, du coup, j'ai mis mon point d'arrêt ici, là, sur le call. Donc là, ça va boucler. Et je vais aller dedans à chaque fois. Donc tout va bien. Cette fois, ce sera plus intelligent. Donc, tac, tac, tac. On fait continue ici. Donc là, par contre, cette fois, on laisse le débugger y aller. On choisit un truc dans le menu, peu importe quoi. Et là, pouf, voilà, on atteint notre point d'arrêt. Cette fois, il est bon. Et donc, au moment où on atteint notre point d'arrêt, rebelote, ça nous affiche l'état des registres, l'endroit où on est dans le code. Salut, Kessos. Et l'état de la stack. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire déjà là où on en est? Les registres. Donc là, on est au moment où on a saisi un chiffre. Donc dans les registres, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a tout le menu, là, vous voyez, qui est stocké dans ECX. On voit que là, il y a un M stocké dans EAX. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin voilà, il y a une certaine valeur. Il y a 4D quoi, qui est stocké dans EAX. Pif paf pouf. On voit surtout que dans EIP, il y a l'instruction suivante en fait.
c'est la suite, en fait, c'est l'instruction qui va venir après. Donc, intéressant à voir, EIP contient en fait la prochaine instruction. Et en dessous, là, on a donc ça c'est le code source, hein, donc effectivement la prochaine instruction, puisqu'on a mis notre point d'arrêt au début là, la prochaine instruction c'est ça, et donc elle n'est pas encore faite, et du coup elle va être effectivement exécutée par EIP après. Et donc dans la stack, qu'est-ce qu'on a? Et bien dans la stack, on a plein de zéros, et là on a un 1. Pourquoi on a un 1? Bah parce qu'on vient de saisir 1 en fait. On vient de saisir le chiffre 1 dans le menu. Donc la stack, le dernier truc qui a été posé dans la stack, c'est le chiffre 1. Parce qu'on vient de le mettre. Parce que juste avant, il y avait un push, pas un push, au contraire, un put. Ou un push, oh, je ne sais jamais. Non, ça doit être un push. C'est un push. Le put, c'est pour afficher, le push, c'est pour mettre. Donc bref, donc le 1 étant la dernière chose que j'ai saisi, envoyé, c'est la dernière chose qui se trouve dans la stack. Donc on voit que en gros la stack elle démarre là en fait, hein, parce que tout ce qui est au-dessus ne sert à rien, ça doit être des trucs d'avant en fait. La stat enfin le dernier élément de la stack il est là en fait, il est à 12. Il est pas au-dessus. Bref, avec tout ça, enfin ça c'est le fonctionnement global d'un débugger. Donc on a les registres, on voit un peu où on a le code source quand on l'a, et la stack. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire une attaque. Donc une attaque sur ce binaire-là, on va faire ce qu'on appelle une stack overflow, ou plus exactement une buffer overflow, parce que la stack c'est pas une stack overflow, mais on va faire une buffer overflow. Alors qu'est-ce que c'est une buffer overflow? En fait l'idée c'est de trouver une fonction qui accepte un nombre limité de caractères. Donc par exemple là on avait un menu, il nous demande de rentrer un chiffre, qu'est-ce qui se passe si je rentre une lettre? Qu'est-ce qui se passe si je rentre 10, si je rentre 40, si je rentre 60, vous voyez? L'idée, c'est d'augmenter la taille de ce qu'on saisit dans le programme pour faire un buffer overflow, donc faire déborder, que ça fasse appel à une fonction qui va pas supporter le fait qu'on ait mis une chaîne de caractères trop longue. Alors, de chiffres ou de caractères, peu importe, mais en gros, là, je sais pas, sur le menu, peut-être que le programmeur a dit, bah, la valeur qu'on met dans le menu, ça doit pas faire plus de 8 caractères, plus de 8 chiffres. Peut-être que si j'en mets 9, peut-être que le programmeur a pas prévu le coup, et donc ça va te faire péter tout le programme. En l'occurrence, dans notre binaire, je vais pas vous refaire toute la démarche de recherche, etc., mais on sait déjà en fait où se trouve la fonction sensible. Elle est en fait quand on accède. Alors elle est pas là. Là vous pouvez rentrer n'importe quoi. Voilà. Ça buffer. Alors oui, il faut que je relâche le. Faut que je dise à mon débugger de lâcher le tout. Hop. Là vous voyez, ça m'a redonné le menu. Donc cette fonctionnalité là, le get qui se fait ici, là, qui récupère le chiffre du menu, il a pas l'air d'être sensible au buffer overflow parce qu'il se passe rien. Même si je mets une chaîne de caractères très longue, il s'en fout. Je vais enlever le breakpoint parce que sinon ça va être casse-couille. De toute façon, je vais quitter là pour l'instant. On n'a pas besoin de débugger ça tout de suite. Donc, si je vais. Voilà. Donc, si on est là dans les enter key codes, c'est pareil. Si on met des chaînes très longues dans chacun des codes qu'il faut rentrer, a priori, le binaire continue et il s'en fout. Donc ça, c'est pas non plus sensible au buffer overflow. La fonction qui est sensible au buffer overflow, elle est plus loin. Elle est quand on a rentré tous les bons codes. Souvenez-vous, dans le premier épisode, on est arrivé à un nouvel affichage qui vous disait entrer le nouveau code. Je sais pas si vous vous rappelez, l'épisode 1. Donc là, on en avait 16 comme ça. Donc on avait le choix dans le menu, donc on disait 666. Après, on est arrivé sur tous les keycodes, il y en a... Ah pardon, j'ai des renvois, c'est terrible. Donc tous les keycodes, il y en avait 15 ou 16. Il fallait rentrer les bons, donc on avait trouvé les bons dans le code source. Et à la fin, quand on rentrait tout bien, on arrivait sur un autre prompt qui disait entrer le nouveau code. C'est cette fonction-là, celle qui est dans le nouveau code, qui est sensible. Si je vous remonte ça au niveau du Windows, en fait, on est arrivé, donc en tapant 666, on est arrivé dans la fonction PwnChunk Backdoor. Ensuite, là, on rentrait tous nos codes qu'on avait trouvés, les 16 keycodes.
Et ça nous emmenait à la fonction, elle est là, call, vous le voyez, non, elle est derrière la caméra, vous le voyez pas, je vais le mettre plus haut, hop, voilà. Voilà, si on entrait tous les bons codes, on arrivait à la fonction qui s'appelle win, hop, voilà, que voici ici. Et cette fonction-là affichait les trucs, voilà, access granted et security protocol, machin, entrer un nouveau code. Et en fait, là il se trouve qu'on va le savoir parce qu'on va le tester, mais je le sais déjà, donc je vais pas vous refaire toute la démo. C'est cette fonction-là, c'est ce call printf là, ici, qui est sensible au buffer overflow. Alors comme c'est chiant de rentrer 16 codes à chaque fois, le menu et tout machin, on va automatiser ça un petit peu parce que sinon ça va être casse-couille, surtout qu'à chaque fois il faut que je relance. Je vous ai fait un petit programme tout simple, ici, hop là, ici plutôt. Qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est un petit programme en Python, tout bête, qui donc va se connecter en telnet à notre machine, qui va ensuite alors là attendre une commande, c'est juste pour que le programme démarre quand j'ai envie, donc pour l'instant ça fait rien de spécial. Là c'est les 16 codes qui a rentré, vous vous souvenez qu'on a trouvé la première fois dans le premier épisode. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on tape 666 pour aller dans le menu caché, ensuite on fait une boucle où on rentre tous les codes, et ça va nous emmener directement à l'écran qui dit entrer le nouveau code. Donc voilà, ça c'est pour éviter de le faire à la main à chaque fois, parce que dans l'explication sinon je mettrais 3/4 d'heure à chaque fois. Donc on va le faire comme ça, de manière beaucoup plus automatisée. Donc là je vais arrêter mon telnet, et on va plutôt le faire ici, à travers donc mon script Python. Concrètement c'est la même chose, hein, c'est-à-dire que j'ai mon exécutable là qui tourne. Hop. Je lance mon script Python. Il s'appelle live 1 si je me rappelle bien. Hop, PI, Y. Voilà. Donc il se connecte bien, il n'y a pas de souci. Par contre, du coup, j'ai pas fait d'affichage, donc vous voyez rien, c'est pas très intelligent. Pif paf pouf, il faut que je fasse un read. Là. Si, c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez, mon script va directement à l'étape entrer le nouveau keycode. Donc il zappe tout le menu, tous les CS codes, en fait il fait, mais en fond, quoi, on le voit pas. Et donc si, vous voyez, on revient, si on tape n'importe quoi dans keycode, on retourne au menu de départ et t'es obligé de tout recommencer, etc. Donc là, c'est vrai que je pourrais l'afficher, remarquez, est-ce que je peux afficher plif plif plouf. Il faudrait que je fasse des prints un peu partout. On va faire un print ici. Et un print de là. Non, c'est bon, c'est déjà fait. Ah voilà, je mets des prints pour que c'est vrai que ça affiche, parce que sinon on sait pas trop ce qu'il fait. Donc vous pouvez pas me croire, enfin vous me croyez sur parole, mais du coup je peux vous mentir. Oui, si je démarre pas l'exécutable, ça ne va pas marcher, forcément. Hop, voilà, bon. Donc ça, tout ce Blooby Boulga, ça c'est le Père Noël en train de daber. Donc là, il l'a fait, mais il vous l'a pas dit, mais il a tapé 666. Non, il a encore rien fait. Il a encore rien fait puisque mon programme que démarre avec un... Et au début, il y a un raw input. Ça, c'est le step. Donc en fait, faut appuyer sur n'importe quoi. C'est juste, je me suis mis une pause. C'est appuyer sur une touche pour continuer, que si vous voulez, pour que je me perde pas dans mon programme. Donc là, il s'est connecté. Il affiche donc le Père Noël en train de daber, mais en moche. Le menu. Si j'appuie sur Entrée, le programme va continuer. Donc il va saisir 666. Voilà. Il a saisi 666. Il a saisi tous les codes. Et donc maintenant, on est à l'étape Entrée New Keycode. Voilà, bon, ça c'est juste pour l'automatiser. On arrive à l'étape donc de la fonction win qui est ici. Faut éviter d'avoir à le faire à chaque fois. Bon, bref, ça c'était la petite parenthèse. On retourne maintenant à notre debugger. Donc je vous ai parlé d'un buffer overflow. Je vous ai dit effectivement c'est cette fonction, c'est la fonction qui est là en fait, le call printf qui est ici, qui est sensible au buffer overflow. Comment on le sait? Et bien justement, donc, quand on arrive à cette étape-là du programme, donc là il faut rentrer un nouveau keycode. Si vous rentrez une chaîne de caractères un peu longue,
Faut encore que je fasse entrer. Non. J'ai raté quelque chose. C'est mes prints qui sont dégueulasses. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, Parle-moi binaire, qu'est-ce que tu as fait? Il a planté. Il a planté. Il a planté? Non. Bon alors, pourquoi tu veux pas? C'est méchant. Bon, il est planté. On va pas trop chercher, hein. On va relancer, c'est pas grave. On n'est pas à un relancement près maintenant qu'on a automatisé. Hop, donc... lève 1.pi. Ok, entrée. Bref. Ah, bah, y a un truc qui va pas dans mon programme. Qu'est-ce que j'ai foiré? C'est quand j'ai rajouté mes prints, j'ai dû louper un truc. Bon, on va enlever les prints. Ça marchait bien sans, donc on va les enlever. Ça, en fait, ça sert à rien, voilà. On apprendra à changer les trucs à la dernière minute et je fais des conneries, voilà, c'est tout. Hop, 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 on recommence. Mal le nom. Ça marche moins bien. Voilà. Voilà. Donc là, on est au moment où on entre à nouveau Keycode. Donc, je sais qu'il y a un buffer overflow parce que si je fais ça, comme tout à l'heure, hein, j'ai fait pour le menu, j'ai fait pour les keycodes. Là, j'ai pas le même comportement que tout à l'heure. Autant les autres fois, le programme s'en fichait et puis il me laissait continuer. Autant là, vous voyez, il m'a carrément jeté. Il m'a dit connexion close. Et en fait, si on regarde côté du serveur, c'est marqué ici segmentation fault. Il s'est passé un truc qui est pas normal. On a créé une erreur. Donc, on va recommencer. Et cette fois, on va activer notre debugger pour comprendre ce qui se passe. Donc, hop là, je le lance. On rattache au process. Alors, on est à 2024 maintenant. Hop là, 2024. Je mets pas de point d'arrêt particulier. Le debugger va me le dire de toute façon. On le laisse faire sa sauce. Donc, on lui dit, voilà, tu bloques rien. Hop. Et donc, là, c'est parti. On recommence. On écrit notre truc long check de caractère. Pouf, voilà. Donc là, on a encore notre segmentation fault. Je crois, oui. Là. Donc c'est marqué ici, la 6seg fault. C'est le code d'erreur de la segmentation fault. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, ça équivaut à un point d'arrêt. Donc il va me refaire un listing de la mémoire. Ça commence ici. On a les registres, comme tout à l'heure. On a le code source. Il est perdu, il ne sait plus où il va. Et on a la stack. La stack. Pourquoi ça? Enfin, qu'est-ce que veut dire le segmentation fault? Bah, vous l'avez un peu l'idée ici, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est perdu, il sait plus où il en est dans son programme, il sait plus quoi faire. Pourquoi? Parce que avant, là, ça c'est, on va dire quand tout allait bien, donc c'était au tout début quand j'ai lancé le programme. Ce qu'il avait, c'est qu'il avait un certain nombre de valeurs, et surtout le registre EIP contenait l'instruction qu'il avait besoin d'exécuter en fait. La prochaine instruction, si vous voulez. Alors, non, c'est pas la prochaine, c'est l'instruction en cours. Bah oui, c'est la prochaine, c'est l'immédiate. L'instruction immédiate. Et la stack, elle, avait les instructions qui viennent après. Typiquement, là, on voit le pop EDX qui est ici. Bah là, en fait. Là, on a le pop EBP qui est dans EIP. Et là. Donc ça, c'est l'instruction en cours qui s'est arrêtée. Et donc on voit que derrière il a un pop EDX qui arrive ici sur la stack, et puis il a un push, enfin voilà, il a toutes les fonctions qui viennent derrière. Donc, ça c'est quand tout va bien. Quand on a fait notre segmentation fault, là, segmentation fault ici, donc on a mis plein d'E, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ça a foiré en fait, on se rend compte que notre E là, bah, vous voyez ici là, alors c'est 65 le code hexa du E, il se retrouve donc dans EBX, dans ECX, dans dans EBP, ESP, EIP, enfin bref, et partout dans la stack. En fait, ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on parle d'un overflow. Overflow, c'est un débordement. C'est que le buffer, la taille en fait que le programme attendait,
de chaînes de caractères pour faire son printf. Il attendait un certain nombre de tailles réglementaires et on lui a donné tout ça. Du coup, tout ce qui était en RAB, donc lui il a coupé ce qu'il voulait, il a pris ce qui l'intéressait, et du coup tout ce qui était en RAB, il savait pas quoi en faire, et donc il l'a posé bêtement sur la stack. Il a rempli la stack avec tout ce qui était en trop dans notre buffer. Donc c'est ça le buffer overflow, c'est-à-dire que vous avez tellement rempli, hein, c'est comme le verre d'eau, vous l'avez rempli, ça déborde, et ça va sur tout le reste. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une stack remplie de E. Du coup, le programme sait plus du tout où il en est, il a plus rien qui lui indique quelle est l'instruction suivante. Typiquement, surtout le EIP là, ne vaut plus rien, il vaut pas une instruction assembleur. Il est perdu, il trouve plus ses marques dans le code, il plante. C'est le segmentation fault. Bonjour Luxen. Donc, on a trouvé une fonction, ici là, le printf. C'est le printf ou c'est le puts d'ailleurs? C'est peut-être le puts, je dis une connerie. Non, le read, pardon, c'est le read. Mais oui, c'est le read. Le printf, il ne fait qu'afficher. C'est le read qui plante. Autant pour moi. Donc, on a trouvé une fonction qui est susceptible d'avoir un buffer overflow, c'est-à-dire que le read, là, il n'est pas prévu, en tout cas quand le gars a fait son programme à la base, donc au niveau du code C, hein, je ne sais pas exactement comment il l'a dit, mais en gros, il a demandé une taille de variable sans la définir, quoi. Vous voyez, il n'a pas dit il faudrait que ça fasse 8 caractères, il a dit ça, je prends tout ce qui vient, quoi. Donc il n'y a pas de taille limite dans le buffer, et donc ça fait un buffer overflow. Donc c'est cette instruction-là, le call read, qui génère un buffer overflow. À partir de là, on va pouvoir faire... Jusqu'ici, en fait, on a toujours lu le programme, et on lui a fait faire ce qu'il était capable de faire. Hein. Quand on a lu les codes, enfin les mots de passe, le menu caché, etc., tout ça, c'était juste en lisant le programme. On a fait que faire ce que le programme sait faire. Maintenant, on va lui faire exécuter des instructions qui ne sont pas celles pour lesquelles il est prévu au départ. Et c'est justement par cette faille de buffer overflow qu'on va pouvoir le faire. Pourquoi? Si vous avez bien suivi, normalement vous devez avoir compris, puisque on est capable d'écrire dans la stack, grâce au buffer overflow, on va pouvoir écrire dans la stack ce qu'on veut en fait. Là j'ai écrit que des lettres, que des E, donc ça correspond à rien du tout, c'est pas des instructions. Mais on pourrait, à la place de mettre juste des E, on pourrait mettre des instructions, donc en hexadécimal, qui sont comprises après en assembleur. Et donc on pourrait comme ça injecter des instructions au programme binaire. Ce qui fait que du coup, au lieu d'être rempli que par des E, il va se retrouver avec, je sais pas, va à tel endroit, exécute telle action, etc. Et il va faire ce qu'il y a dans la stack jusqu'à ce qu'à un moment donné ça plante parce qu'il ne retrouve pas ses petits. Enfin, si vous avez injecté n'importe quoi, à un moment donné, le programme va se perdre quand même, mais il va quand même exécuter les instructions avant de se perdre. Après, on verra plus tard comment faire pour qu'il ne se perde pas, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Donc, grâce à cette buffer overflow, le principe de la buffer overflow, c'est qu'on puisse après, derrière, écrire sur la stack. Après, comme ça, c'est des failles qui sont assez anciennes, il y a des mécanismes de protection là-dessus. La première chose qui se faisait à l'époque, hein, c'était justement, voilà, on écrit sur la stack directement, donc là, au lieu d'envoyer, alors attendez, c'était où? C'était là, voilà, au lieu d'envoyer que des E, j'envoie de l'hexa, et cet hexa va donc, c'est ce que je viens de vous dire, hein, va aller sur la stack, et donc va s'exécuter. Hop, on cherchait le code hexa de l'instruction système, bin sh, etc. pour avoir un shell, de toutes les instructions nécessaires pour avoir un shell, on les foutait sur le stack, terminé, on n'en parlait plus, ça exécutait la stack. Et c'était la première façon de faire des shells. Maintenant, il y a des protections, ça ne se fait plus comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart du temps, les stacks sont protégés. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui se trouve sur la stack n'est pas exécutable. Ça veut dire quoi, en fait? Si vous regardez les anciennes stacks, là, en fait, sur la stack, vous n'avez pas d'instruction directement. Par exemple, ici, là. Ça, c'est une instruction assembleur. Mais elle n'est pas directement sur la stack. En fait, ce qu'il y a sur la stack, c'est l'adresse. Alors, je sais plus, ça doit être celle-là. C'est l'adresse qui pointe vers l'instruction. Alors, du coup, c'est peut-être plutôt celle-là. C'est l'adresse qui pointe vers l'instruction.
Donc en fait, la stack ne contient pas du code exécutable, il contient des pointeurs vers du code exécutable. Et sinon, il contient des variables, mais les variables ne sont pas exécutables. Donc quand je fous des E partout, ou si je mettais une instruction hexadécimale directement, l'instruction hexadécimale ne s'exécuterait pas parce que maintenant les stacks, voilà, elles sont protégées en exécution, si vous voulez. On peut avoir que des liens vers des instructions, mais pas les instructions elles-mêmes. Donc ça donne une petite protection qui fait qu'on ne peut pas attaquer directement comme ça. Donc on ne peut pas juste injecter sur la stack des instructions. Ce serait trop simple. Par contre, puisque la stack ce ne sont que des adresses d'instructions, on peut injecter une adresse. Ça oui, il n'y a pas de problème. Alors on va faire ça. On va essayer en fait d'injecter l'adresse vers une instruction. Là en l'occurrence un truc qui n'a aucune conséquence. En fait ce qu'on va faire c'est que si vous vous rappelez bien, à la fin de la fonction win, là, quand elle est finie, elle retourne au début du programme. Ou il quitte le programme d'ailleurs, je sais plus. Je sais plus ce que ça faisait tout à l'heure, je sais même plus moi-même. Enfin, il va ailleurs quoi. Ce qu'on va faire, on va essayer, hein, ça va être le but un peu d'aujourd'hui, parce que je vois que l'heure passe, il faut que je m'avance un peu. On va essayer d'injecter l'adresse vers une des fonctions, une autre fonction de notre truc. Alors par exemple, bah, on va réinjecter win, comme ça il va boucler en fait. Ce qu'on va faire, c'est que, donc il nous demande le nouveau, il va nous demander le nouveau mot de passe, le nouveau keycode ici. Et en fait, on va lui injecter un truc qui fait qu'il va boucler dessus. Il va nous le demander plusieurs fois, vous voyez. Alors que normalement, c'est pas prévu par le programme. Il va planter. Bah, normalement, si on rentrait un keycode normal, bah, on se ferait sortir du programme ou on retournerait au début, je sais plus exactement ce qu'il fait. Mais là, on va le faire boucler sur lui-même. Donc, on va injecter l'adresse de la fonction win. Win, c'est le nom de cette fonction-là. On la connaît, hein, l'adresse de la fonction win, elle n'a rien de caché du tout, on l'a dans la liste des fonctions, elle est totalement connue, et d'ailleurs si on va, hop là, ici, on peut lui demander directement, voilà, c'est ça. Donc P c'est pour demander l'adresse des fonctions. Donc l'adresse de la fonction win, qui appartient au binaire, on la connaît, elle est là, donc on va essayer d'injecter cette adresse-là pour que, donc quel que soit ce qu'on, enfin on va rentrer une chaîne de caractères un peu longue, on va faire un buffer overflow, et par cet overflow, on va lui injecter le fait de reboucler sur la même fonction. Vous voyez? Ça va être une première étape. Après, on fera des trucs plus avec du shell, etc. Je pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui, mais déjà, on va voir ça. On pourrait se dire, bon bah ok, très bien, il suffit d'injecter la fonction directement. Alors, on va faire ça. Donc je vais rajouter comme ligne, vous voyez, hop là, en bas de mon exécutable automatique. Là, c'est l'adresse de la fonction win. Alors ça c'est pour après. Hop. Ne cheatez pas, il y a déjà la fin du truc. Et donc on va dire, ok, j'injecte, bah alors du coup là ça sert à rien, j'ai déjà l'adresse win. Hop, donc c'est celui-là, hop. Hop. Donc j'injecte l'adresse win dans... Enfin, en fait, je saisis l'adresse win au moment où il me demande de saisir un code, là, vous voyez, ici, là. Alors, par contre, on a vu que c'était pas si simple que ça, il faut quand même qu'il y ait une chaîne assez longue. Donc, on va rajouter devant une chaîne longue. Voilà, peu importe. Donc, j'ai mis une chaîne longue, j'ai mis au bout l'adresse win, donc d'après ce qu'on a vu, la stack va se remplir de E, et au bout, il y aura mon adresse win, et donc, normalement, il va aller la chercher. Tic tac truc, donc on boot tout ça. Non, faut que je quitte ça, voilà. Hop. Que tout le monde lâche ce process, voilà. Ah, il est chiant le jeu, je sais pas pourquoi. Ah voilà, je sais pas pourquoi il me rend pas la main à chaque fois. C'est casse-couille. Donc, hop là, on y retourne. On y retourne ici, on attache le process. Alors, on le lance ici, voilà, on attache le process ici. On essaie de pas se perdre. Voilà. Donc là, notre programme, qu'est-ce qu'il va faire? Là, c'est l'autre. Il va injecter tout un tas de E et au bout l'adresse win. Hop, on va voir ce qui se passe. Donc c'est parti, vas-y. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une segmentation fault. Il a mis 13 E.
encore des E, encore des E, et alors notre adresse Win, on cherchait, c'était combien? C'était... Hop là. C'était 048. Alors 848, 700 et des bananes. Alors elle est en partie là, vous la voyez ici, et elle est au-dessus aussi. En fait, donc là il y avait tous nos E, ils sont là, là, là et là. Là il y a le début de notre adresse Win, et là il y a la fin de notre adresse Win. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'en fait, quand tu fais un buffer overflow, tu le fais pas n'importe comment. Faut pas le mettre n'importe où, en fait. Nous, ce qu'on veut écraser, c'est juste l'instruction qui nous intéresse, à savoir, hop là. Si par exemple on est en train d'exécuter, là on est dans le cas où tout va bien, l'instruction qui nous intéresse, elle est là, si vous voulez, elle est dans EIP, et elle est du coup, elle est là aussi. Enfin, soit elle est là, soit elle est là, mais en tout cas, elle est dans un endroit qui nous intéresse. Et elle n'est pas au début de la stack, en fait, vous voyez, et puis elle n'est pas n'importe où, donc elle est ici, dans la stack. Moi, quand j'ai injecté mes E, j'en ai foutu un peu n'importe comment, donc ça a débordé un peu n'importe où. Et du coup, l'adresse de mon win, elle est bien dans ma stack, mais elle n'est pas coupée comme il faut, elle n'est pas au bon endroit, en fait, si vous voulez. Du coup, le programme s'y perd, il n'arrive pas à retrouver... il a perdu sa stack, du coup, il n'arrive pas à s'y retrouver, et donc il part en fault. Donc, non seulement il faut faire du buffer overflow, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut bien regarder la bonne taille en fait de chaîne qu'on fait là, tous les E là qu'on met. L'idée, c'est que tous ces E, ou ces A, ou ces... Enfin, vous mettez ce que vous voulez hein, comme chaîne ici, c'est que ce soit au bon endroit pour que quand on va exécuter, ça déborde au bon endroit dans la stack. Vous voyez? Ça arrive au bon endroit. Donc, on peut le compter, hein, le bon endroit, on sait où c'est en fait. Enfin, on sait où c'est. Là, on va pas savoir. Pour le compter, une méthode, on va dire empirique, c'est, au lieu de mettre des E tout le temps, on va mettre des chiffres. Par exemple, on va mettre des E, là on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je sais pas, des ABCD. Enfin, vous voyez, l'idée c'est que on se met des points de repère. Ouais, on va faire ça. Ou AB. Oui, bon, allez. ABCD, EF, GH, voilà. Là, vous voyez, au lieu de faire une chaîne uniforme, dans ma chaîne que j'envoie là, j'ai mis un peu n'importe quoi. Comme ça, je vais savoir exactement où démarre ce que je veux, vous voyez. Où est le... Par exemple, là, ces E là, c'est lesquels ces E là, c'est lesquels. Vous voyez, on sache exactement quelle est la bonne longueur de ma chaîne. Hop là, donc je retourne là-dessus, j'enregistre. Hop. On recommence pour un tour. Il y a sûrement moyen de faire plus rapide, mais bon, là j'essaie de bien vous expliquer tout, et du coup je suis peut-être un peu chiant à redémarrer à chaque fois. C'est pas grave. Tac, on attache le process. Hop. Voilà. Et on le laisse tourner. Et donc on y va, on exécute. On exécute, voilà. Donc, là normalement, on devrait avoir quelque chose d'un peu plus clair. On voit par exemple que dans EIP, ce qui a atterri dans EIP, c'est 7890. On voit aussi que là j'ai ABCDEFGH, donc là c'est le début de ma chaîne de mon adresse Win là. Elle est derrière. Donc elle déborde. Ah si, là vous voyez, là elle est bien. Elle est bien dans le sens où elle est à un nombre cohérent de caractères, c'est-à-dire que là il l'interprète bien, il voit bien que c'est un appel à l'adresse Win. Donc là, on a un bon découpage, parce qu'il découpe en 4 ou en 4 a priori. Il fait 4, 4, 4, 4, 4, 4. Donc là, on est à un multiple de 4 si vous voulez. Donc dans la stack, l'adresse Win est bonne. Elle est visible. Par contre, a priori, elle n'est pas au bon endroit. Là, 7890, a priori, c'est plutôt là qu'on la voudrait. Dans EIP, puisque je vous rappelle, hein, dans les trucs d'avant, c'est dans EIP que est contenu l'instruction qui nous intéresse en fait. Vous voyez, là, l'instruction qui va être exécutée, c'est celle-là. Celle-là. Ça, c'est les suivantes, en fait. Donc,
moi, si je veux écrire dans EIP, il faut que donc j'écrive au niveau du 7890. Donc je retourne là. Donc 7890, donc en fait tout ce qui est avant, ça c'est bien du buffer overflow. Tout ça c'est du vrac, si vous voulez. Et par contre, à partir de... Alors il y en a combien? Donc 6... je vais compter comme ça sera plus simple. Ça fait 16 caractères. Donc il y a 16 caractères qui servent de buffer, de merdier en fait. Et je sais que ce que je vais écrire au 17e caractère va aller s'écrire dans EIP. Donc, si je mets en 17e caractère mon adresse de win, j'enlève ce qu'il y a après, on s'en fout. Donc là, je dis, fais 16 caractères de merdier, voilà. Derrière, mets l'adresse win. On lance tout notre bordel. Hop. Hop, hop. On rattache le process. Ok. Donc là, on est prêt. Hop. On laisse le débugger tourner dans le vide. Donc, on lance. Donc, là, on a mis 16 caractères de merdier et l'adresse win. Donc, théoriquement, ce qu'on doit voir, c'est... Voilà. 2 fois un appel. Et pas de segmentation fault. D'ailleurs, j'ai fait aucun segmentation fault. Là, on a fait un deuxième appel à la fonction win. Il y a la première qui est là. Ça, c'est la première fonction win. Ensuite, on a injecté notre merdier. Alors du coup, j'ai pas mis de point d'arrêt, donc on ne le voit pas dans le débugger, mais on a injecté tout notre merdier ici, là, tout ça. En fait, ce qui s'est passé... Alors, il aurait fallu que je mette un point d'arrêt, tant pis, il faudrait que je relance tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un buffer overflow, donc on a rempli le buffer, on l'a saturé de trucs qu'on en a rien à foutre, et l'instruction qui était au 17e caractère, donc là il y a 16 trucs, et puis là après il y a des instructions. Les instructions qui viennent après, là l'adresse en fait qu'on a saisie après, elle s'est inscrite dans EIP. Donc ça a été l'instruction qu'il a lancée ensuite. Alors c'est pas les instructions, c'est les adresses d'instruction, pardon. Donc du coup, quand il est arrivé à la fin de sa fonction win, donc quand il est arrivé là en fait, quand il est arrivé au RIN, on lui a dit, on lui a injecté ici, là, le fait d'appeler la fonction win encore une fois. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est descendu jusque là, il a fait un read de 16 caractères pipeau qui servent à rien, et au lieu de faire un A de SP derrière, il a fait un appel à la fonction win, donc il est retourné en haut en fait. Il a fait un loop. Alors c'est pas tout à fait un loop, parce qu'il a appelé 2 fois la fonction win. Mais du coup, il a rebouclé sur la fonction win, parce qu'on l'a injecté dans notre merdier. Donc voilà. J'espère avoir été clair, parce que c'est pas évident à expliquer, hein, c'est assez touffu hein, comme truc. Là, je vous ai montré comment on fait une injection par buffer overflow. Vous avez bien compris. Parce que je vous préviens, la prochaine vidéo, donc là c'est fini pour aujourd'hui, mais la prochaine vidéo, on va injecter des trucs beaucoup plus compliqués. Si vous n'avez pas ces bases-là, on n'y arrivera pas. Donc, j'espère que vous avoir été assez clair dans mon explication. Donc ça, c'était vraiment le buffer overflow. On injecte dans la stack l'adresse vers une autre instruction. Là, en l'occurrence, c'était l'adresse vers l'instruction qui appelle la fonction win. C'est notre buffer overflow, c'est notre porte d'entrée pour des exploits après plus compliqués. Donc sachant qu'on ne peut pas effectivement injecter directement des instructions. La stack est protégée contre l'exécution, donc on ne peut injecter que des adresses vers d'autres instructions. Donc, je vous fais un peu le teasing, le spoiler de la prochaine vidéo. Évidemment, là j'ai juste injecté l'adresse d'une fonction de l'exécutable, donc à la limite on s'en fout un peu. Ok, ça nous permettrait, si par exemple dans l'exécutable, si se cachait un shell à l'intérieur de l'exécutable que le programmeur aurait désactivé, mais qui aurait laissé le code à l'intérieur de l'exécutable, on pourrait l'appeler. Là on pourrait appeler tout code mort, entre guillemets, tout code désactivé qui traîne dans l'exécutable. Donc déjà ça permet pas mal de choses. Mais bien sûr, ce qui va nous intéresser après, c'est d'injecter du code qui n'est pas dans l'exécutable. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois. Ça va être ce qu'on appelle du return to libc.
Donc ça va être un peu plus pointu, je vous préviens. Puisque là, pour l'instant, avec ce que je vous ai montré, on ne peut faire appel que aux fonctions qui se trouvent déjà dans le code binaire. Après, on va pouvoir jouer, notamment avec ces fonctions que vous voyez en rose là, on va pouvoir accéder à des choses qui sont au-delà de ce qui est inclus dans le binaire. Mais déjà, avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, vous pouvez vous amuser à faire que le binaire fasse n'importe quoi, voilà, qu'il ait un comportement pas logique, enfin, qu'il n'ait pas, je sais pas, par exemple, après le win, puisque c'est toujours à partir du win qu'on fait, on pourrait faire un appel à punch on backdoor où il vous redemande les 16 codes. Voilà, on pourrait réafficher le Père Noël, par exemple. Ce serait la fonction banner. Donc on pourrait forcer un affichage du Père Noël à la fin de la fonction win. Voilà. Bon, pour l'instant, ça permet pas de faire grand chose, mais vous allez voir qu'après, déjà, ça permet de tordre un peu le fonctionnement du binaire, et vous allez voir que lors des prochaines vidéos, on pourra en faire beaucoup plus. Voilà pour aujourd'hui. Finalement, cette heure est passée vite. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications sur tout ça qui m'inquiète, parce que c'est pointu. J'espère pas avoir dit de conneries aussi, ça peut arriver. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Toujours pareil, je sais pas quand elle aura lieu. Hein. C'est un peu mathématique, mais plus j'arrive à faire mon salaire, plus vite elle est faite. Hein. Donc si vous êtes fou et que tout d'un coup pleut sur moi les dollars, la YouTube, alors pas la YouTube monnaie parce que j'ai demandé, hein, je sais plus si je vous l'ai déjà dit en vidéo, je vous le dis ça vite fait, j'ai déjà demandé à avoir la monétisation sur YouTube, ils m'ont dit non, tu fais des trucs qui sont pas légaux, c'est pas bien, même si c'est légal, mais tant pis, c'est pas bien, on veut pas de ça, donc j'aurai jamais le droit à la monétisation sur YouTube, sachez-le, donc tout argent que je peux avoir, c'est vous qui me le donnez quand même directement. Donc si j'arrive à faire mon salaire assez vite, je refais une nouvelle vidéo. Sinon, il va falloir que je travaille à côté, donc forcément, j'aurai pas de temps pour faire des vidéos. Voilà. Et bien en tout cas, à la prochaine le plus rapidement possible, j'espère. Amusez-vous bien. Hackez bien. À partir de là, déjà, vous pouvez creuser, hein, réviser ce que je vous ai montré. Vous pouvez creuser à plus loin, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!